Ok, bah du coup, bonsoir. Ce soir, je vais vous présenter comment, dans notre équipe, on a traité des requêtes de 200 000 requêtes par jour à 200 000 requêtes par minute, en étant 3 développeurs et dans un temps, enfin le temps de montée en charge était assez court. Alors déjà, je vais vous demander qui ne connaît pas un de ces logiciels. Entre AdBlock, AdBlock Plus, Ghostery, enfin si vous en connaissez un, vous n'avez pas besoin de lever la main. Maintenant, qui n'en utilise pas? Qui n'en utilise pas? Ok, d'accord. Bon alors, pour tous les autres, je sais pas si ces derniers temps vous êtes allé sur BFM, vous avez dû voir une copine, sur Paris Match, elle, l'équipe, bientôt sur BFM. C'est ce qu'on met à disposition. Donc nous, ce qu'on est en fait, on est le projet AdBack, ou adback.co. C'est un projet qui a été lancé en janvier 2015, qui comporte 3 développeurs, mais seulement depuis 6 mois. Avant, il n'y avait qu'une seule personne. Et en fait, on met à disposition un outil d'analyse de l'audience adblockée. Voilà, c'est un peu un Google Analytics des adblockers. Alors, qui sommes-nous? Comment ça marche? C'est assez simple. Donc, on a des données analytics qui sont envoyées depuis le serveur, depuis les clients, je veux dire, qui arrivent sur notre serveur. On fait l'enrichissement de données une fois qu'on les a récupérées. L'enrichissement, là-dedans, j'entends une IP, il faut la transformer en pays, en ville, en type de connexion. Une donnée qui arrive, c'est quelqu'un qui vient, est-ce qu'il est déjà venu, combien de pages il va voir dans sa visite, combien de visites il fait dans le jour, est-ce qu'il a changé de statut, des choses comme ça. Voilà. Et après ça, on fait un précalcul des données afin d'avoir des statistiques qui peuvent être belles à afficher et rapides à afficher pour un BO, pour que les clients finaux puissent voir qu'est-ce qui se passe sur leur site. Voilà, donc notre existant en mai, c'était un peu ça. Donc c'était un projet monobloc, il était réparti sur 3 serveurs chez OVH, histoire d'avoir un peu de load balancing. Il y avait un serveur MySQL, un peu répliqué, un Redis, quelques commandes console pour faire l'enrichissement et le précalcul, mais ce qu'on n'avait pas, c'était pas de scanning, pas de monitoring et du code un peu spaghetti. Pas trop, mais un peu quand même. Le problème s'est posé quand on a intégré des nouveaux sites. Bon, je parle notamment de l'équipe de BFM. Ça nous a fait une montée en charge qui était très rapide et d'un coup. Du coup, on était un peu limité dans le nombre de traitements. Il n'y avait pas assez de serveurs, pas assez d'accès en base, etc. Et on s'est surtout fait bannir par les firewalls d'OVH pour cause de flooding, parce qu'ils n'ont pas aimé qu'on leur donne plein de requêtes d'un coup. C'est un peu ridicule de dire, mais c'est comme ça. Voilà. Du coup, à partir de là, on s'est dit, faut migrer. Mais migrer, ça pose plein de questions. Vers quoi? Vers où? Avec quelle techno? En combien de temps? Est-ce qu'on refactor aussi en même temps? Bon, toutes ces questions-là, on se les est posées avant de migrer, parce que sinon on allait droit dans le mur, on n'avait pas beaucoup de temps, donc voilà. Alors où on va? Chez AWS, c'était le plus simple, le plus évident. Bon, les technos, c'est les mêmes parce qu'on n'a pas le temps de changer. Le temps, 2 semaines, c'est la contrainte la plus forte. On n'a pas le temps de faire attendre le client, il faut que ça avance, etc. Le refactoring, en 2 semaines, vous imaginez bien que non, quoi. Voilà. Donc pour ça, on s'est dit, on va migrer, mais qu'est-ce qu'on migre? On va pas tout migrer d'un coup, ça vaut pas le coup. On va sûrement avoir des choses en trop. Donc là, on s'est dit, on va réfléchir, on va essayer de découper notre application. Qu'est-ce qui est dans notre application et qu'est-ce qui est important dans notre application? Donc il y a d'abord les satellites. Ce qu'on appelle les satellites, c'est ce qui permet de servir les tags JS et de récupérer les données des utilisateurs. Les workers, ce qu'on appelle les workers, c'est ce qui participe à l'enrichissement des données. Une fois qu'il y a une page vue, on a un événement, il faut l'enrichir en disant voilà d'où il vient, combien de pages il a vu, etc. Les workers de cache, c'est ce qui permet de prendre ces données-là, une fois et les précalculer pour pouvoir afficher des statistiques. Et le back-office qui, lui, affiche ces données-là. Donc là, c'est nos 4 parties dans l'application. Donc on passe d'une application qui est monobloc à 4 petites applications. Donc la première migration qu'on s'est dit, c'est bon, on a ces 4 blocs, bon, ils sont toujours au même endroit, ils travaillent bien entre eux, ça va aller. On va déjà commencer par migrer Redis vers Elasticache. Donc je ne sais pas si vous connaissez Elasticache, mais c'est l'implémentation de Redis chez Amazon. On l'a fait. Ce qui est bien, c'est que ça implémente le protocole de Redis. Du coup, il n'y a pas de modification de code, uniquement des modifications de configuration. On a fait ça et on a eu un échec. Pourquoi? Parce que les connexions vers Redis étaient vachement plus lentes. Passer de Roubaix jusqu'à l'Irlande du Nord pour Amazon, ça a pris beaucoup de temps. Du coup, la livraison des tags, elle a été ralentie, ce qui veut dire que les sites des clients ont été ralentis. Les enrichissements de données ont été ralentis parce que les accès à Redis allaient beaucoup plus lentement, donc ça nous mettait 3 ou 4 fois plus longtemps pour traiter un événement. On avait déjà des problèmes de charge, c'était encore pire. À partir de là, on s'est dit, va falloir migrer, mais un peu plus. Donc on a essayé de synthétiser ce qu'on a. Donc on prend les satellites, donc récupération de données, là où il y a la plus de charge. Les workers, là où il faut qu'on fasse le plus de traitement. Le Redis et le MySQL, tant qu'à faire, autant les mettre juste à côté de là où ça travaille. Alors pour ça, la procédure qu'on a voulu suivre, c'était de forker le projet.
Donc on prend le projet existant et on reprend le même code. Pourquoi? Parce que du bon code, enfin une des définitions du bon code, c'est déjà du code qui marche. Il marchait, donc on a décidé de le garder. On va utiliser Elastic Beanstalk, que je vais vous présenter. Et après, on a tout lancé sur AWS, c'est advienne que pourra, quoi. Donc, Elastic Beanstalk et Docker. Comment ça marche? Donc, Elastic Beanstalk, ça nous permet de lancer plusieurs conteneurs par instance EC2. Le scaling se fait assez facilement. On ajoute une instance EC2 sur laquelle il pop les mêmes conteneurs, et du coup, on scale comme ça. La configuration, ça se fait avec un fichier Docker Run. L'intérêt de ça, c'est qu'on n'est pas lié à Docker au final. Donc on dit Docker Run, mais si jamais à AWS ils veulent mettre du Rocket ou quelque chose d'autre, bah, c'est eux qui s'en chargent et voilà. Et en plus, Amazon ils mettent à disposition un petit exécutable local, beans.eb, qu'on verra après. Et le déploiement, quand on déploie quelque chose, on déploie le code, mais on déploie aussi l'infrastructure en même temps. C'était une bonne chose pour nous. Donc la configuration, on a un fichier Docker Run, il est composé quoi? Il est composé de containers. Dans un container, on met un nom, une image de base. Après, on peut mettre la mémoire, les points de montage, les ports, les liens avec les autres containers, et une commande qui est exécutée. Bon là, c'est un worker. Voilà. Assez simple. En local, comment ça marche? Donc on met EB local run. Oui, je sais, l'image est un peu petite, mais c'était pas trop bien. On lance EB local run. Dedans, il y a les différents conteneurs qui partent, qui se lancent. Et l'intérêt, en fait, c'est que en prod, Amazon, il lance les conteneurs de la même façon. La structure du projet qu'on a choisi, c'est de mettre l'infrastructure et le code au même endroit. Histoire que quand on déploie quelque chose, on déploie tout d'un coup, on ne se pose pas de questions. Du coup, on met l'infrastructure dans Docker Run et puis un dossier par projet. Donc voilà, le PHP qui est là, la configuration Nginx qui est juste au-dessus, etc. Le déploiement, nous on utilise CodeShip. Je ne sais pas si vous connaissez, bon CodeShip c'est un peu un équivalent de Travis, mais derrière ils donnent des pipelines pour le déploiement. C'est eux qui s'en occupent, on a juste à configurer. Par chance, ils avaient l'Elastic Beanstalk dedans, on a configuré avec nos bonnes clés, le déploiement a pu se faire automatiquement. Le résultat avec tout ça, bon, on va déjà voir les succès. Donc c'est qu'on a une plateforme mise au prod. En local, on lançait les conteneurs de la même façon qu'en prod, avec les mêmes images exactement, donc bon, on est forcément mise au prod. La scalabilité, c'est de manière horizontale. On ajoute les machines les unes après les autres, le load balancing est réalisé par Amazon, tout va bien. Le déploiement, bon, on a vu qu'il était automatique en prenant CodeShip. On a eu les premières étapes de monitoring, donc certaines courbes, plus ou moins sympas. Des petites métriques, genre combien il y a de requêtes, quel est le network, combien il y a de machines, etc. C'était un grand succès déjà. Bon, quand on voit ces 4 succès, on peut déjà dire qu'on était assez DevOps dans l'approche. Donc automatisation, isoprod, etc. quoi. Maintenant, on va passer sur la partie qui est la plus intéressante. Donc on a déjà vu nos succès, ça marche bien, c'est cool, super. J'aurais pu le faire en prod, c'est pareil, ça marche, cool. Mais c'est les échecs. Le premier de nos échecs, c'est la récupération des IP. Quand on récupère l'IP du client, on fait un request get client API. Le seul problème, c'est qu'on a commencé à récupérer l'IP du load balancer AWS. C'est pas super utile pour savoir d'où les gens y viennent. Ensuite, on a eu des problèmes avec MariaDB. Donc on a migré la totalité de la base. Et là, on a eu une limitation de MariaDB qui était à 1000 inserts par seconde, parce que sur Amazon, il limite le nombre d'IO. Et on ne pouvait pas prendre une machine qui était trop grande non plus. Et voilà. Et après, on a eu quelques problèmes sur les tests, que je parlerai à la fin. Donc quand on analyse un peu plus loin ces échecs, parce que bon, on a nos échecs, on sait lesquels c'est, mais il faut aller dessus. La première chose, c'est la modification de la base. Bon, on était limité à 1000 inserts par seconde, c'était pas assez pour traiter tous les événements qui nous arrivaient. Du coup, on a regardé nos données et on s'est dit, bah, qu'est-ce qu'on peut faire avec nos données? Où est-ce qu'on peut les mettre et qu'est-ce qu'on va en faire? Donc on a séparé nos données en 3 données. Donc les données principales, c'est la configuration du site. Les données d'enrichissement, donc quand un événement arrive, il est enrichi, et histoire de savoir si l'utilisateur est déjà venu, s'il a déjà vu des pages, etc. C'est quelque chose dont on avait besoin. On a dit que c'était un deuxième type de données. Et les données pour les statistiques. Une fois que ces événements ont été traités, on les stocke quelque part pour pouvoir calculer et refaire des stats dessus. Là, on a regardé ce que Amazon nous proposait et on a vu qu'il y avait MariaDB pour les données principales. C'est ce qu'on utilisait déjà, donc autant le garder. Ça marchait bien, on n'y accède pas souvent. Ensuite, Aurora. Aurora, c'est une implémentation de SQL qui est faite par Amazon et dans laquelle il ne limite pas en I/O, ce qui permet d'aller un peu plus vite. Tant que le processeur est suivi, on peut écrire de plus en plus vite. Et ensuite Redshift. Donc Redshift, c'est un fork de Postgre qui est mis à disposition par Amazon. L'intérêt de Redshift, c'est que c'est fait pour les grandes données. Ils indexent de manière un peu différente et du coup, quand on fait des requêtes sur 5, 6, 7 milliards d'événements, bah, il va assez vite. C'est vraiment ça l'intérêt. Ensuite,
Donc la procédure de modification de la base, c'est que bon, les entités elles étaient déjà décrites par des interfaces, parce que c'était plus simple pour travailler, donc à remapper c'était bien, on les a changés de bundle, on a mis notre entity manager pour ça, et on a modifié les relations, parce qu'on ne peut pas faire de relations entre les bases, donc on a dû sauvegarder les ID au lieu de sauvegarder les relations directement dans Doctrine. C'est moins propre, mais ça marche quand même. Donc quand on a mis en prod, parce qu'on monte tout de suite en prod, donc là on voit l'utilisation CPU de MariaDB, non, c'est le nombre d'insertions par seconde sur MariaDB, on est un peu en dessous de 1000. Au moment où on a mis en prod le dev, donc on est monté à 400 sur une machine alors que de l'autre côté il y en avait 10. Et dès qu'on a mis Aurora en utilisation globale, on est passé à 3500 inserts. C'était vraiment bien, parce que du coup, au lieu d'avoir 1000 événements par seconde, on avait 3500. Ça allait, enfin, ouais, 3 fois et demi plus vite, c'est vachement intéressant. Mais après, derrière, on avait une utilisation de CPU qui était pas optimale. On voit en orange toujours l'utilisation de CPU de MariaDB. Et en fait, l'utilisation est très très haute. Et on s'est demandé pourquoi elle est beaucoup plus haute que celle d'Aurora, alors que toutes les insertions elles se font dans Aurora. Pour ça, en fait, c'est les relations. Les relations, à chaque fois, on avait besoin de faire des get dans la base MariaDB pour avoir les ID, etc. Pour ça, on s'est dit, bah, on pourrait les mettre en cache, ce qui est assez cool. Et là, on a décidé de ne pas prendre un cache qui soit global à tous nos workers. Pourquoi on n'a pas pris un cache global? Parce que derrière, ça aurait été sur Elasticache, ça l'aurait encore surchargé. Et le problème d'Amazon, c'est que même dans un même data center, pour faire un get, ça va aussi vite de le faire en SQL que de le faire sur un Redis. Pourquoi? Parce que ils ont autant de puissance de calcul, et ce qui est le plus lent, c'est les temps d'accès réseau. Du coup, pour ça, on a mis du cache local, on a utilisé de l'AOP, de telle sorte à ce que bon, bah, le cache, on peut l'utiliser, mais seulement si on veut, et si on veut le désactiver, bah, c'est dans un bundle à part, donc on l'enlève directement. Et on a rajouté dans notre Docker le Redis en local. En faisant ça, bah, on avait le Redis de cache en local directement, on utilise au prod, et tout ça, c'était cool. Et du coup, bah, quand on voit le résultat, on voit directement que dès qu'on a mis en prod un peu d'AOP sur certaines requêtes, bah, on a directement diminué la charge CPU sans affecter la première. Voilà. Ensuite, pour passer de Aurora à Redshift, une fois que les données sont enrichies, elles sont sauvegardées dans Aurora petit à petit. Sauf que Aurora, c'est pas fait pour faire du calcul dessus. Donc il fallait transférer les données de Aurora à Redshift. Le problème de Redshift, c'est que c'est fait pour faire du calcul sur des grandes données, et du coup, on peut pas insérer beaucoup de données à la suite dedans. C'est pas fait pour, ça marche pas, ça ralentit la base, et c'est vraiment pas fait pour. Du coup, on a utilisé Mbulk. Mbulk, ça permet de prendre un fichier CSV et de l'insérer d'un coup dans Redshift. On fait ça tous les quarts d'heure à peu près. Et ça nous permet Mbulk, ça permet de valider les données. Si jamais il y a une seule donnée qui est pas bonne dans tout notre import, il plante. Bon, après on a toujours le CSV, on peut voir quelle donnée plante, pourquoi elle a planté, mais du coup, on valide toutes les données qui arrivent dans Redshift, qui est au final, notre primary data store sur lequel on fait toutes nos requêtes, et c'est là où on fait toutes nos requêtes d'analytics. Les tests. Une fois, quand on avait tout en un bloc, c'était facile de tester la totalité du process. Enfin, il y a les satellites, les workers, etc. Tout est là, du coup, quand on fait quelque chose, on voit que ça arrive directement. Quand on a commencé à séparer les choses, on aurait pu insérer les autres projets dans le projet, mais ça faisait trop lourd. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place une librairie qui est partagée et qui fait les data providers de tous nos tests unitaires. En faisant ça, bah, directement, on a les données qui rentrent chez les satellites et qui sortent chez les satellites. On peut reprendre ces données-là, ces mêmes jeux de tests, et les faire passer chez les workers. Et ça, c'était super intéressant. Comme ça, on a pu valider la totalité de notre plateforme d'un coup. Bon, après, on a aussi eu des choses qui se sont révélées un peu inefficaces à l'usage. Bon, il fallait le mesurer pour ça. Tout d'abord, la réplication master-slave. Alors, pourquoi ça n'a pas été utile sur Aurora? Parce qu'il y a un temps de latence entre le master et le slave. Des fois, c'est 15-20 millisecondes. Et ces 15-20 millisecondes, en fait, c'est trop de temps entre le moment où on écrit et on a besoin de lire cette donnée-là. Du coup, le master-slave, ça n'a pas été utile. Le lissage de charge. Du coup, le lissage de charge, qu'est-ce que c'est? Donc ici, on voit que chaque nuit, il y a un petit creux de données. Il y a un creux de données parce que bon, il n'y a personne qui va sur Internet la nuit. Et du coup, l'idée, c'est de dire, au lieu d'avoir à traiter tous les événements la journée, c'est de prendre une partie de ces événements et les traiter la nuit. Le problème, en fait, qu'on a eu, c'est que le jour où on a eu une tentative d'attentat ou les JO ou quelque chose comme ça, il y a 2 fois plus de trafic qui arrive. Et à partir de là, on ne pouvait pas traiter toute la nuit, et du coup, on a accumulé du retard sur le retard. Et une fois qu'on commence à accumuler du retard dans un moment où il faut traiter tout, bah, on n'a pas pu suivre, et du coup, c'était pas une bonne idée de lisser la charge comme ça. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Parce que bon, la plateforme, elle est bien déployée, ça marche bien, on arrive à encaisser la charge, on est monté bah, justement à 200 000 requêtes par minute, voire 300 000 en charge, mais du coup, on prend un peu de retard, mais ça va. Voilà.
La chose la plus importante qui est pour nous, c'est d'assurer la cohérence des données. Par exemple, ici, on voit, donc c'est les pages vues bloquées sur un de nos sites. On voit, un jour, il y a une perte de données. Comment est-ce qu'on le voit? Comment est-ce qu'on vient dessus? Comment est-ce qu'on arrive à réagir assez vite là-dessus? Ces choses-là. Un autre graphe typique, celui-là. À partir de ce jour-là, on a fait une MEP, une mise en prod, et il y a quelque chose qui n'est pas bien passé sur une des plateformes. Et du coup, on a eu beaucoup de blocages sur un système d'exploitation en particulier. Et là, on a mis 2 semaines à le remarquer. On a corrigé les données derrière. Mais l'idée, c'est comment est-ce qu'on peut voir que les données, elles sont mauvaises, mais tout de suite. Et ça, c'est notre plus grand problème. Parce que voir un report d'erreur, ça se voit, mais là, c'était pas un report d'erreur, parce que c'est un process normal qui s'est fait. Du coup, pour ça, on a commencé à utiliser la stack Druid.io et Pivot. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc Druid.io, c'est une base de données qui est orientée time series, sur laquelle on peut faire de l'analyse en temps réel. Donc temps réel pour les créateurs de Druid, c'est 15 secondes entre l'insertion et le moment où on peut visualiser ça. L'intérêt de Druid, c'est qu'on peut importer les données directement en CSV. Et du coup, avec ça, en fait, on peut, à chaque quart d'heure, on peut réimporter les données dans Druid. Et du coup, on a une interface avec Pivot qui permet de faire de l'exploration de données directement. Là, je vais vous montrer le graphe qu'on a eu juste 10 minutes après avoir mis un CDN en place. Bon, bah, on a splitté par rapport aux IP les données. Donc on voit que normalement il y a 380 000 données qu'on analyse. Et on voit qu'il y a la majorité des données qui sont sur une seule IP. Et le problème de ça, c'est que c'était l'IP du CDN. Et ça, on ne l'avait pas vu avant. On pensait que le CDN, il était transparent, etc. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas pu tester en amont. Bon, du coup, en faisant ça, maintenant, on arrive en moins de 10 minutes à avoir un retour sur nos données, voir s'il y a une cohérence, et voir si elles sont toujours consistantes. On commence aussi à utiliser la stack GGS. Donc GGS, c'est Graphic Grafana StatsD. Pourquoi ça plutôt que ELK, qui est beaucoup plus classique dans le monde Symfony? C'est que StatsD, il y a un agent. On peut en installer un par container. Et c'est cet agent-là qui flush toutes les données analytics à un certain intervalle. Généralement, c'est 10 secondes, ça peut se régler jusqu'à 5 minutes. Du coup, il garde les données pendant 5 minutes et il les envoie d'un coup. L'intérêt de faire ça, c'est que ça limite les sorties de données et les transferts de données. Voilà, donc là on peut voir le nombre d'événements qui sont traités par seconde, etc. en fonction du temps, directement. C'est des graphes qui nous permettent de voir si jamais on a une perte de données pendant 10 minutes. C'est que là, la courbe elle serait beaucoup moins lisse, il y aurait un creux à un moment, et c'est ce genre de choses qu'on a besoin de rechercher. Voilà, en conclusion, je voudrais dire les différentes choses qui nous ont aidés dans notre migration, c'est déjà être DevOps. Par la culture, donc on a essayé d'utiliser ce que les gens connaissaient. On n'a pas essayé de trouver de nouvelles techno, on a essayé, enfin ce que les gens, c'est les gens qui sont le plus importants, donc on a utilisé ce qu'ils connaissaient. On a essayé d'automatiser au maximum, de mesurer et de partager nos connaissances entre nous. Ce qui nous a aidé aussi, c'est d'être en remote. Donc je l'ai mis en titre, j'en ai pas parlé, mais être en remote, ça veut dire que si jamais on met quelque chose en prod, si jamais on introduit une nouvelle techno, on ne peut pas aller voir sur le PC du collègue pour voir si ça marche bien et tout ça. Et du coup, c'est une discipline en plus qu'il faut avoir et de devoir livrer quelque chose qui est directement utilisable avec sa doc d'utilisation. On ne peut pas livrer quelque chose comme ça, même si ça marche, même si c'est en prod, il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse l'utiliser sans qu'on lui montre. On sépare aussi l'implémentation de l'utilisation. Voilà, quand on écrit du code, à chaque fois qu'on écrivait ou qu'on implémentait une nouvelle techno, on avait une partie de comment est-ce qu'on l'utilise et comment est-ce qu'on l'implémente. Ça nous permet d'avoir du code qui est directement open sourceable. On faisait du queuing de Redis, on est passé à SQS. On a utilisé une lib qui s'appelle Swarot et on a mis des providers qui sont pour ça. Et l'implémentation, c'est Swarot, c'est les providers qui vont avec. Et l'utilisation se fait à côté, ce qui permet de pouvoir changer directement de queuing system. Et après, on n'a jamais privilégié l'optimisation sur le design. Donc dès qu'on faisait du code, on essaie de faire le plus lisible avec le plus de design possible, de sorte à ce que derrière, on puisse le reprendre, et l'optimisation, elle sera toujours par après, quitte à avoir une journée et demie avec du retard. Voilà. Du coup, est-ce que vous avez des questions? Okay. Juste une petite. Au tout début, tu disais que le premier souci que vous avez rencontré, c'est quand vous avez migré d'OVH à Amazon en Irlande. C'était des problèmes de ping ou c'était ce genre de problème que vous rencontriez ou Alors la question, c'est est-ce que le premier problème qu'on a eu, c'est des problèmes de ping ou des choses comme ça? Ouais. Oui, c'est les problèmes de temps de connexion à Redis. Même si on avait mis du Twam Proxy entre nos serveurs PHP et Redis, mais le truc c'est que y a un temps de transfert de données et c'est ce temps-là qui mettait plus de temps.
Et du coup, bah, quand on traite un événement, bon là on le voyait sur les graphes, mais pas vraiment, on peut tomber jusqu'à 10 millisecondes, 10-15 millisecondes. Et si jamais on rajoute, même si c'est 2-3 millisecondes en plus, ça fait 30% de temps en plus de traitement, et 30%, bah, c'est 30% d'événements qu'on n'arrive pas à traiter en plus, quoi. Et du coup, Voilà. dans les médias, vous l'avez résolu comment ce Bah, problème? quand on est passé totalement chez Amazon. D'accord. Donc maintenant, on a l'air enchaîné totalement à Amazon, mais enfin, l'idée c'est que vu que c'est dans un data center, enfin, ça va quand même beaucoup plus vite pour faire ces transferts de données. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour être résilient, pour que la crise, si elle tombe à transparence, quelque chose comme ça Alors la question c'est qu'est-ce qu'on a mis en place pour être résilient. J'allais dire rien, mais en fait Amazon il te garantit que la machine est up, si jamais elle est down, il te up les choses, et du coup il autoscale ton appli en fonction de plein de choses, du nombre de requêtes, de la charge CPU, du nombre d'événements en file d'attente, etc. Ok. Ouais. En termes de coût, lorsque vous avez commencé à scaler, ça a été ou c'est complètement parti en succès? Alors la question elle est sur les coûts, donc oui je l'attendais vraiment. Les coûts étaient assez importants, maintenant notre objectif c'est de réduire les coûts. Donc le plus grand coût en fait c'était la bande passante, parce que c'est tous les transferts de données. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui va voir une page sur l'équipe, sur le Parisien, sur elle, non pas le Parisien mais Paris Match, bref, il y a un script qu'on va chercher, il y a des données qui sont envoyées, et du coup, bah, sur toutes nos dépenses, bah, sur un mois, en fait, la moitié, c'est la bande passante. Plus de la moitié, c'est la bande passante. Et du coup, là-dessus, on commence à utiliser des CDN. Bon, j'ai montré le graphe où on s'est planté sur les IP. Mais voilà, on a échoué, on a corrigé. Mais du coup, ouais, c'est ça. On essaie de limiter les coûts, et maintenant, c'est ça. Et ouais, les coûts sont beaucoup plus importants que si on était uniquement chez OVH, mais derrière, on traite beaucoup plus de données, donc on n'a pas mesuré la différence qu'on a. Ok. À un moment, tu as dit que les IP, il fallait savoir les géolocaliser. Et je veux savoir comment tu as fait. Alors pour les géolocaliser, donc ouais, la question c'est comment est-ce qu'on a fait pour géolocaliser les IP. Pour géolocaliser les IP, il y a des bases qui sortent, qui sont payantes, qui s'appellent GeoIP. Et voilà. Ok. Ben merci beaucoup.